Patrick Côté, directeur de Valeo. Depuis combien de temps que tu travailles sur ce projet? Ça fait déjà 8 ans, presque 9, qu'on a démarré le projet Valeo. C'est un projet définitivement de longue haleine. Comme tous les projets de parc éolien, ça demande énormément de temps, beaucoup d'argent. Mais c'est pas un parc éolien comme les autres au Québec. Ben, je dis dans le sens de la propriété parce que vous êtes plusieurs propriétaires, vous êtes plusieurs... oui. Nous sommes le seul projet éolien au Québec qui soit de propriété collective. Tous les autres projets qui ont été démarrés, approuvés par Hydro-Québec, sont des projets qui appartiennent à des multinationales, des grands groupes financiers. Partout, c'est toujours le même modèle. Des grandes compagnies arrivent, sollicitent les propriétaires fonciers, souvent les agriculteurs ou si c'est en territoire public, prennent des permis du gouvernement et réalisent le projet. Et évidemment, c'est des projets qui demandent beaucoup de capitaux. Alors, lorsqu'on amène des capitaux de l'étranger, où repartent les profits suivent les capitaux, donc s'en retournent à l'extérieur. Ici, ce qui était très différent, c'est que dès le départ, lorsque des grandes compagnies sont arrivées pour solliciter les agriculteurs, les propriétaires fonciers, ces gens-là se sont dit « Wow, on va faire ce projet-là par nous-mêmes ». Ici, on se retrouve en plein centre de notre gisement éolien, de notre ressource éolienne. Nos éoliennes vont être réparties un peu partout au travers la plaine agricole de Saint-Gédéon, de Saint-Bruno, d'Héberville, d'Héberville-Station. Le projet va générer environ 8,5 millions de dollars de vente d'électricité par année et l'objectif vraiment, c'est d'en garder le plus possible ici. Une des différences très importantes dans la gestion d'une entreprise collective comme celle qu'on a, c'est le lien d'usage que les décideurs et les administrateurs ont. Et là, je m'explique. Dans un projet éolien traditionnel, tu as quelqu'un dans un siège social à Toronto, puis un ingénieur dans un bureau à Montréal qui décide où on va mettre les éoliennes. Et qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Évidemment, ils doivent se conformer aux règles puis aux lois qui sont en place, mais au travers des règles, les lois et les normes, il y a toutes sortes de trous dans le filet. Dans notre cas, ce sont des gens qui vont voir les éoliennes de leur fenêtre, qui vont se lever le matin, sortir sur leur galerie, qui vont avoir les éoliennes devant leur maison. C'est ces gens-là qui prennent les décisions. Est-ce que c'est difficile d'unir des agriculteurs qui souvent travaillent chacun sur leur terre de façon individuelle? Un des grands atouts qu'on a ici, c'est qu'il y a une culture d'entrepreneurship collectif très fort au sein des agriculteurs. Ils ont des entreprises florissantes comme Nutrinor, par exemple. Ils sont regroupés au sein de l'UPA. Ce sont des gens qui se connaissent, sont habitués de travailler ensemble et qui ont des succès derrière eux. Donc, l'estime, la confiance règne entre ces gens-là. Puis il y a des leaders surtout au sein de ce groupe-là, parce que c'est pas tout le monde qui, malgré que tout le monde embarque dans l'entrepreneurship collectif, c'est pas tout le monde qui a la même volonté de s'investir, de prendre des risques financiers. Ça prend des leaders là-dedans. Ça prend des gens qui vont avoir la crédibilité aussi. Moi, j'ai travaillé sur des projets de parcs éoliens collectifs dans d'autres communautés ailleurs au Québec, au Manitoba, en Ontario, et je n'ai trouvé que seulement ici, cette culture-là d'entrepreneurship aussi forte. Monsieur Bouliane, la facilité, la culture d'entrepreneuriat collectif qu'il y a ici. Saint-Bruno, on dit parfois que c'est le bastion de la coopération au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça l'a aidé, ça, à faciliter votre union? Sûrement que ça l'a aidé parce que on se connaît tous, toute la gang, puis on est des entrepreneurs quasiment nés. On a travaillé dans les syndicats de l'UPA, de la Nutrinor, on a travaillé dans d'autres domaines. On se connaît tous ici. Là. Puis c'est un beau bassin agricole, fait qu'on est tous actifs, très actifs là, au point de vue agriculture. Fait qu'on a à se réunir souvent dans les assemblées, fait qu'on se rencontre, qu'on se parle. Ces agriculteurs-là qui sont les leaders de notre groupe, ce sont des gens d'affaires avertis. Ce sont des entrepreneurs, tout et chacun chez eux. Les fermes aujourd'hui, c'est des entreprises de plusieurs millions de dollars. Ces gens-là sont habitués de faire des grosses transactions, de gérer des grosses entreprises. Alors, ils ont cette expertise-là. Et aussi, ce sont souvent, comme on vient de le dire, des gens qui sont très impliqués dans la gestion de d'autres grosses organisations, comme Yvan ici, qui a été président de Nutrinor pendant longtemps. Le risque, il était double pour moi. Il fallait que je mette de l'argent. J'en ai mis. J'ai au-dessus de 100 000 $ de mis là-dedans. Si le projet flop, ma crédibilité est attachée d'un bout à l'autre. C'est moi qui les ai ramassés, qui les ai dit que si on se mettait ensemble, les gars, on a des chances de faire quelque chose. Puis en plus, je suis allé chez Patrick.
Je l'ai convaincu de venir. Fait que vous, la tête sur la bûche, vous l'avez. Fait que je l'avais comme il faut, ça avait jeté. Il ne fait pas d'électricité qui veut. Comment se fait-il que vous allez pouvoir vous brancher sur les lignes d'Hydro-Québec? En fait, pour développer des parcs éoliens au Québec, c'est extrêmement compliqué. Puis, tous les facteurs qui en place sont contre l'entrepreneurship collectif. Premièrement, les systèmes d'appel d'offres d'Hydro-Québec sont très risqués, très coûteux. Ça prend au moins $1,5 million pour pouvoir déposer une soumission à Hydro-Québec. Et en plus, Hydro-Québec arrive avec des exigences qui ne sont pas à la portée des promoteurs comme nous, c'est-à-dire avoir des codes de crédit international, avoir des gens qui ont déjà de l'expérience dans la gestion de centrales électriques, alors que c'est très difficile de trouver ça. Il a fallu faire preuve de créativité, puis surtout de détermination pour réussir à regrouper les conditions et finalement gagner en 2010 un contrat avec Hydro-Québec. Et aujourd'hui, on a un contrat qui est bel et bien signé avec Hydro-Québec et le parc éolien va se construire là, dans quelques semaines. On attend les derniers permis. Donc, on devrait entrer en opération normalement là, au cours de l'année 2016 et les éoliennes seront autour ici. Il n'y a pas seulement avec Hydro-Québec que c'est très compliqué, parce que pour faire de l'entrepreneurship collectif, il faut investir collectivement. Et pour ça, il faut se conformer aux règles de l'Autorité des marchés financiers. C'est vraiment, encore une fois, d'une complexité extrême. Ça fait penser un peu dans Astérix et Obélix, là, à la Maison des Fous dans laquelle il y a 12 étages. D'un autre côté, il y a tout le processus d'études environnementales. Ça, par exemple, c'est les documents nécessaires pour qu'un parc éolien ici au Québec puisse être étudié par le ministère de l'Environnement et obtenir son décret gouvernemental. Alors, juste réussir à remplir ça, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars parce qu'il y a des milliers d'heures de biologistes qui ont étudié les oiseaux, de spécialistes en acoustique qui ont étudié le bruit, de spécialistes en géologie qui ont étudié le sol, et etc. Jusqu'à date, il y a dû avoir au bas mot près de 2 millions de dollars qui ont été investis par la communauté locale. Et on n'a pas encore un projet en opération. Nommez-moi des gens ici dans le coin qui sont capables d'investir 2 millions dans un projet en développement, à part des grandes richesses, là, parmi nos richesses, nos fortunes locales, mais il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. En groupe, on a pu ramasser avec des investissements de 5 000 de 20 000 de 50 000 de 75 000 on a pu accumuler aujourd'hui jusqu'à 2 millions. Et il y a un investisseur important qui est arrivé en cours de route l'année dernière, c'est la MRC Lac-Saint-Jean-Est, qui a décidé de rejoindre le groupe qui est constitué de producteurs agricoles et aujourd'hui de citoyens qui ont voulu investir avec les agriculteurs. Des moments de découragement, il y a dû en avoir. Parce qu'il y a parfois des administrateurs ou des investisseurs propriétaires qui ont failli dire « moi je débarque, on n'y arrivera jamais ». Des moments difficiles, oui. Des moments de découragement, non. Le fait d'investir ensemble fait en sorte qu'à certains moments donnés, quand certaines personnes sont au bout de leur capacité d'investir, d'autres peuvent prendre le relais. Néanmoins, il y a eu des moments très durs. Puis même si c'est collectif, il y a à certaines périodes des gens qui doivent prendre des risques. Par exemple, moi, comme directeur du projet, je suis un entrepreneur à part entière au sein du groupe parce qu'il y a eu des moments donnés où ça faisait 1 an que je n'avais pas été payé, où j'avais moi-même une marge de crédit de 60 000 à la banque parce que l'Autorité des marchés financiers bloquait certaines parties de notre investissement, parce qu'on n'était pas capable de conclure certaines ententes avec les investisseurs. Alors, il y a eu des dates cruciales, comme par exemple à un moment donné où on a regroupé tout notre groupe d'investisseurs et on leur a dit là, ça n'a plus de bon sens. Et ces gens-là ont accepté rapidement de réinvestir près de 400 000 $. Si jamais Valeo finissait par pas fonctionner, ça pourrait miner toute la solidarité qui existe actuellement? Oui, mais premièrement, ça va fonctionner. Et deuxièmement, nous avons bien confiance dans notre projet. Puis on est sur le point là, de fonctionner. Est-ce que ça va être payant? On croit que oui. Sinon, on n'aurait pas investi une grosse somme en collectivité de la gang des producteurs. Moi, j'aimerais donner une anecdote importante du début de Valeo qui reflète bien la façon dont les gens ont vu le projet. Début de l'hiver 2007, on vient de regrouper un premier groupe de fermes, environ une quarantaine de fermes ensemble. Et on a 2 options pour le plan d'affaires. Les gens ont d'abord donné tout leur contrat d'option à une nouvelle coopérative, la coopérative Valeo, qu'ils ont formée. Et là, ils ont 2 choix. Soit ils s'en vont négocier avec une grande entreprise, et on avait plusieurs offres. Ces entreprises-là offraient déjà 2 à 4 fois plus de revenus que ce qu'ils avaient offert aux propriétaires fonciers individuellement.
où soit les gens décidaient d'investir au moins 500 000 $ pour pouvoir poursuivre le développement de façon autonome et garder le contrôle sur leur projet. On était dans une salle à Métabetchouan, la salle du conseil d'hôtel de ville de Métabetchouan, qu'on avait louée pour l'occasion. Et on demande aux gens, là, tous ceux qui avaient regroupé leurs terres, qui étaient les nouveaux membres de la coopérative, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et là, unanimement, les gens lèvent la main en disant on préfère vraiment devenir des entrepreneurs et des promoteurs de notre propre projet. Et alors, on a un vote unanime à main levée. Mais tout de suite, on dit aux gens, baissez vos mains. Le vrai vote, c'est un vote sur papier et vous allez devoir écrire votre vote sur un carnet de chèques parce que pour réussir à atteindre l'objectif que vous vous donnez, ça prend 500 000 $. Fait que c'est beau de tous se dire « Ouais, on y va! » Mais là, ça prend de l'argent. C'est à ce moment-là vraiment que les gens ont décidé d'opter. On avait deux options, soit une option plutôt syndicaliste, se regrouper, défendre nos droits, négocier mieux puis se retirer, ou vraiment devenir des promoteurs, des investisseurs collectifs. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, grâce à l'entrepreneurship collectif, on va avoir probablement multiplié par 10 la quantité d'argent qui va demeurer dans notre milieu. Parce qu'on a des choix importants qu'on peut faire sur les entrepreneurs qu'on engage dans notre projet, sur le fait d'employer des capitaux locaux, parce que plus on a d'argent investi localement, plus on a de retombées économiques ici. Il y a encore possibilité d'investir. Je suis citoyen du Québec et je me dis, je vois que c'est un potentiel intéressant de rendement économique. Je peux décider de faire partie de Valeo? Alors, le prochain gros défi, effectivement, qu'on va avoir à relever, c'est de construire ces éoliennes-là. Maintenant, on a réussi à obtenir toutes les autorisations gouvernementales. Il nous manque que le décret, on devrait l'avoir d'ici quelques jours. Et là, ça va nous prendre non plus 2 millions, mais 35 millions de dollars. Il y a une partie qui va être financée par des emprunts bancaires. On va avoir besoin de 5 millions d'investissements régional pour pouvoir réussir à garder le maximum de retombées chez nous. Si on ne trouve pas de l'argent ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va avoir des investisseurs de l'extérieur. C'est toujours le même principe. Chaque dollar qui vient de l'extérieur fait en sorte que le dividende annuel pendant 20 ans d'exploitation s'en va à l'extérieur aussi. Donc, on va interpeller les investisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les citoyens, toi, moi, on n'a pas besoin d'être une grande fortune pour investir dans un projet comme celui-là. Et si on réussit à aller chercher effectivement ces 5 millions-là de capitaux régionaux, je pense qu'on va avoir bouclé la boucle et qu'on va avoir permis de garder le maximum de retombées de ce qu'on pouvait attendre d'un parc éolien. Patrick Côté, directeur de Valeo, merci beaucoup.